Alors, je suis très content de retrouver de nouveau mon ami Alain Peuveau, qui va vous présenter ses intervenants. Et on a du beau monde. Monsieur Emmanuel François, ancien président de la SBA, Guillaume, et notre ami Rémi. Kevin. J'ai tellement de noms en tête. Kevin, excuse-moi. Et cette table ronde va être sur le bâtiment intelligent et durable. Et j'ai passé la parole à Alain. Merci Dominique pour cette introduction. Donc en effet, le thème aujourd'hui de cette table ronde, c'est le smart building pour un bâtiment durable et désirable. Alors on définit le smart building comme étant un bâtiment connecté et capable de communiquer. S'il est primordial que le bâtiment permette la gestion automatisée des différents équipements, il doit avant tout se mettre au service d'une urbanisation durable et répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux en plaçant l'humain utilisateur au cœur des préoccupations. Et pour en parler donc ce midi, nous avons le plaisir d'accueillir 3 experts sur ces sujets. Donc tout d'abord Kevin Clément, qui est donc directeur de la BU Bâtiment Intelligent de Pouchin, et qui est une PME des Hauts-de-France qui propose des solutions et des services articulés autour de la performance énergétique et de la digitalisation pour le bâtiment. Guillaume Jarlot, vous êtes fondateur et président de Nuco, qui est une plateforme de mesure et d'optimisation carbone des ouvrages. Et Emmanuel François, donc senior advisor, qui va parler aujourd'hui pour Magma, qui est une plateforme de partage de données unifiant BIM et blockchain. Alors d'abord, Kevin, on va passer le micro à Kevin. On va passer le micro à Kevin, s'il vous plaît. Et alors donc, on peut dire, bon, vous m'entendez ? C'est bon. On peut dire que Pouchin est une entreprise durable, puisqu'elle a été fondée au 19e siècle, précisément en 1890. Elle est aussi résiliente, puisqu'elle a su s'adapter aux évolutions et aux exigences de notre société, jusqu'à la mise en place par vous-même, il y a 2 ans, d'un service Smart Building que vous dirigez. Racontez-nous ça. En effet, ouais. Alors Pouchin, c'est une belle histoire, tout d'abord. Alors, elle est plus que centenaire, donc moi, forcément, j'y étais pas. Faut savoir qu'à l'origine, Pouchin produisait de l'énergie électrique pour alimenter les tramways de la ville d'Armentières. Donc, pour expliquer un petit peu la genèse. Et Paul Pouchin, donc son créateur, est aussi un précurseur dans le véhicule électrique. Il serait le premier inventaire du véhicule électrique. Donc, je vous invite à regarder, en tout cas, vous y intéresser. Et tout ça pour dire que l'énergie, en tout cas la performance, l'expertise, c'est dans l'ADN de Pouchin. Et dans le cadre de son évolution, elle a su s'adapter. Et depuis maintenant 5 ans, et depuis la réorganisation il y a 2 ans, on propose des solutions de performance énergétique et digitalisation dans le bâtiment. Donc je vais essayer d'expliquer plus en détail. C'est-à-dire qu'on va avoir des solutions, on va être en mesure par exemple de proposer des travaux d'efficacité énergétique, de mettre en place des solutions de production d'énergie renouvelable, donc tout ce qui est photovoltaïque, on va pouvoir mettre des pompes à chaleur. On est aussi en mesure de faire de l'intégration, donc là sur la gestion technique du bâtiment, de la régulation, de l'instrumentation, ce qui est partie IoT. Et en complément, donc toujours dans une approche plutôt transverse et globale, ça veut dire qu'on est de la phase conception jusqu'à la réalisation et l'exploitation du bâtiment. On a aussi des activités de maintenance et exploitation. On va faire de la maintenance multitechnique et de l'exploitation de sites dans la durée, où on va pouvoir mettre en œuvre des contrats de performance énergétique, mettre en place du jumeau numérique en l'intégrant, mais aussi en le maintenant. Voilà, donc vraiment avec une approche globale de la conception jusqu'à l'exploitation, et toujours en ayant à cœur d'avoir de la performance énergétique et de la simplification par rapport aux usages. Merci, donc on voit bien une approche globale sur l'ensemble des services du Smart Building. Alors, Guillaume, à l'heure de la RE 2020, donc, qui a introduit le facteur environnement dans la réglementation, vous, votre vocation chez Nuco, c'est de faire du carbone un indicateur marché. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Alors la notion de carbone, elle a apparu très tardivement dans le bâtiment, même si on en parle depuis quelques années. C'est vraiment concrétisé qu'avec BBCA en 2015, qui était le premier label, d'abord sur le neuf, puis en réno. Aujourd'hui, la RE 2020 elle vient conditionner la réalisation d'un bâtiment neuf au respect de plafond carbone. Maintenant, le neuf, déjà, c'est un petit segment. Et ensuite, on sait très bien que la réglementation ne suffit pas.
Donc notre objectif, c'est vraiment que l'indicateur devienne un indicateur marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux concurrents ont une offre semblable en termes de technique et de prix, eh ben, qu'on puisse les comparer sur l'axe du carbone. Et puis demain, je l'espère, être dans un monde où l'axe du carbone il est aussi important que l'axe euro, et que du coup on est capable de comparer des offres avec des calculs comparables et des mesures transparentes. Donc l'objectif de Nuco, c'est ça, c'est de garantir à toute la chaîne de valeur que le dimensionnement carbone qui est utilisé, que ce soit à l'échelle d'un produit, d'un système ou d'une conception complète, est correct et comparable d'une offre à une autre. Merci, merci Guillaume. Emmanuel, alors pour tous ceux qui vous connaissent, et ils sont nombreux ici, je crois, à BIMworld, on sait l'importance que vous accordez à la donnée patrimoniale. Alors en combinant BIM et blockchain, la plateforme Magma permet la création d'actifs immobiliers certifiés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, on a beaucoup de données qui sortent du bâtiment. On parle même de téraoctets de données. Mais ces données, si elles ne sont pas qualifiées, si elles ne sont pas certifiées, si on ne sait pas ensuite les géolocaliser, les relier à des usages, ça n'a aucune importance. Donc l'importance de cette plateforme, c'est à la fois d'aller chercher ces données, ou je dirais plutôt d'avoir un outil qui permet de lier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le jumeau numérique du bâtiment avec la blockchain pour avoir des données certifiées. Et de ce fait, être en capacité de créer un NFT du bâtiment qui va permettre... Alors on précise peut-être NFT pour les... Alors un NFT, oui, c'est ça, c'est-à-dire un non-fungible token, donc un token du bâtiment, et qui va permettre d'authentifier toutes les données qui seront dans le bâtiment. Et demain, si on vend le bâtiment, eh bien, on vendra le bâtiment avec la certification de toutes les données qui sont liées au bâtiment. Alors, quand on dit les données, c'est bien sûr les données qui sont les données d'usage, hein, les données qui viennent de capteurs, qui remontent par exemple de la GTB, mais aussi les données qui sont patrimoniales, qui sont liées à l'acte de propriété, les données qui sont liées à la structure, les données qui sont liées à l'architecture, les données qui sont liées aux équipements qui sont dans le bâtiment, les données qui sont liées aussi à tous les équipements fonctionnels comme la plomberie, comme le CVC, comme la sécurité, etc. Ok, donc importance de la qualité, l'intégrité, l'unicité de la donnée, on le voit bien. Et ça permet d'avoir une adresse digitale du bâtiment, en même temps qu'on a une adresse physique et une adresse digitale qui est sécurisée, authentifiée. Ok. Guillaume, pour passer le micro à Guillaume, bon, vous nous avez présenté Nuco. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être par des exemples, un certain nombre d'exemples, en quoi la plateforme Nuco apporte une vraie valeur ajoutée en termes de maîtrise d'impact des projets, de construction ou de réhabilitation? On est dans une phase où tout le monde sait que le carbone devient important, que ce soit pour l'impact ou du business, et où personne ne sait qui doit s'en occuper. Donc on peut avoir l'investisseur qui a des objectifs de reporting ou des objectifs vertueux. On peut avoir des personnes qui en termes d'image veulent pouvoir communiquer. On peut avoir des personnes qui sont soucieux de l'impact de leur bâtiment dans la ville et pour ses occupants. Et puis on a aussi la réalité du terrain, des gens qui veulent gagner des affaires, que ce soit en travaux, en exploitation multitechnique. Et tous ces gens-là, ils ont un nouvel argument qui est maintenant la compréhension du monde dans lequel on est. L'importance de cette donnée, l'importance de cette mesure, aujourd'hui, elle est différenciante, d'abord. Et on voit très bien qu'on est dans un monde mondialisé, je pense que j'apprends rien à personne, où depuis des années, on a mondialisé la production. Par exemple, la sidérurgie est extrêmement localisée en Asie, dans des pays où on a des mix électriques et des stratégies de gouvernance de pays qui ne correspondent pas forcément au monde qu'on veut créer, en tout cas aujourd'hui en Europe. Je prends un exemple tout bête. C'est quoi l'empreinte carbone d'un tube en acier? Si je prends un mètre linéaire de tube, c'est grosso modo 50% de matériaux, 50% de manufacture de ce matériau, parce qu'il faut liquéfier l'alliage, le mouler, puis le refroidir. Deux manières d'influencer là-dessus. D'abord, le matériau, ne pas le sortir du sol depuis des carrières, mais venir réemployer ou recycler des choses qui existent déjà. Et puis ensuite, le mix électrique nécessaire pour la manufacture. C'est-à-dire que ce même tube, si je le fais en Chine avec le mix électrique chinois actuel ou en France avec notre énergie très décarbonée, eh bien, je viens de diviser par 18 l'impact carbone de ce même tube. Donc l'objectif, c'est de rendre ça tangible et de permettre de rendre ça très concret sur le marché. Et le transport, puisqu'on a
Alors le transport, on en parle beaucoup, c'est ouais. vraiment l'épaisseur du trait de marqueur. D'accord. Déjà parce que de toute façon, la filière mondiale fait que la matière première, à moins qu'on fasse de l'économie circulaire, mais qui est aujourd'hui très peu présente, elle vient de l'autre bout du monde. Donc même si on achète le produit fini au bout de la rue, de toute façon, il a fait tout un trajet mondial avant d'arriver là. Et ensuite, à l'égard de l'énergie nécessaire et de l'impact carbone des matériaux qu'on a dans le bâtiment, le transport, c'est 5 à 10% de l'impact. Ok. Donc c'est intéressant, mais c'est pas le sujet Mais c'est premier. pas la priorité. Ok, donc Kevin, vous nous avez décrit le système de valeur de l'entreprise Pouchin et les axes stratégiques qui en découlent. Pouvez-vous nous présenter un cas d'usage, de service, de smart building, par exemple, mise en œuvre, ainsi que les bénéfices, évidemment, pour les usagers? Ouais, je vais plutôt essayer d'être synthétique par rapport à tous les échanges qu'on a, qui sont très intéressants. Parce que je me sens un peu en lien avec chacune des phases. Là, en rebondissant sur la partie plutôt bâtiment durable et désirable, si on prend la partie durable, là, on va voir ça sur une échelle à long terme. Donc dès la conception, si on prend par exemple l'empreinte carbone, ça a une valeur. Mais c'est une valeur, là on le disait, on ne sait pas la quantifier, en tout cas elle est immatérielle, cette valeur. Et elle est immatérielle et en plus elle a une échelle de temps très longue. Ça veut dire on va jusqu'à la déconstruction. On a l'exploitation, on va maintenir un bâtiment pour qu'il soit durable, mais on va aussi le déconstruire. On parle du cycle de vie complet. Le cycle de vie, donc ça a une valeur. Mais une valeur à l'échelle du temps beaucoup plus lointaine que l'investissement. Voilà, donc ça, c'est sur le côté durable, il y a une valorisation. Et si on prend la partie désirable, donc là, je vais plutôt remettre au centre l'usager. Voilà, me dire, voilà, l'usager, il faut qu'il désire le bâtiment, il faut qu'il y ait un besoin, qui soit identifié, ce besoin, qui réponde à ce désir. Et ce besoin, il se traduit à travers d'un service. De la même façon, un service qui va utiliser des données. Donc, par exemple, si je désire avoir un bâtiment qui soit avec une empreinte carbone très faible, il faut pouvoir montrer ce côté performant et puis désirable, mais il faut certifier la donnée. Il faut que dans le temps, on s'assure que, parce qu'on nous dit, est-ce qu'il n'y a pas eu des modifications, des travaux qui fait que l'impact est négatif? Qu'est-ce qui me dit que quand ça a été fait il y a 50 ans, c'était bien ça? Et on voit bien qu'en fait, il y a l'usage, la valeur, mais que c'est immatériel. Et ce côté immatériel, il faut pouvoir le certifier. Il faut pouvoir le pérenniser dans le temps. Donc, il faut pouvoir maintenir la donnée. Donc, tout est en lien, en fait, quand on a une approche transverse. Merci, Kevin. Ça fait une transition toute faite avec Emmanuel sur la certification de la donnée. De par son concept, la plateforme Magma permet de certifier justement et de sécuriser la donnée patrimoniale. Alors, quels en sont les principaux bénéfices d'un point de vue sobriété énergétique, notamment, et par ailleurs, Magma offre-t-elle un modèle économique vertueux? Oui, alors tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, on allait créer un NFT du bâtiment. Mais en fait, ce NFT, c'est le pendant de... il y a une monétisation, autour de ça. Et c'est pour ça on parle de Digital Twin Token. Donc, ce Digital Twin Token, elle permet justement d'avoir un outil de monétisation. Okay. À partir de cet outil de monétisation, chaque acteur, contributeur, va être impliqué dans la valorisation du bâtiment par la mise à jour des données contractuelles et des données qui vont contribuer à valoriser ce bâtiment. Par exemple, s'ils interviennent sur l'installation électrique, ils vont mettre en même temps à jour la maquette BIM, ce qui va permettre effectivement d'avoir une maquette BIM qui sera toujours à jour. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais ces Digital Twin Tokens vont permettre de créer une incitation de tous les acteurs qui sont concernés par la vie du bâtiment à avoir une approche vertueuse. Donc, par exemple, je vais donner l'exemple de mettre à jour la maquette BIM, mais c'est notamment aussi pour le locataire d'avoir un comportement vertueux par rapport à la consommation énergétique, le propriétaire ou le locataire d'optimiser l'usage des espaces pour justement réduire l'empreinte carbone proportionnelle du bâtiment. Et donc, clairement, plus on aura ça va permettre donc de créer un contrat, un smart contract entre les différents acteurs et certifié. Très bien. Et sur la partie carbone, effectivement, voilà, ça permet d'apporter beaucoup d'efficience sur des tas de sujets, parce qu'effectivement,
ne serait-ce que le fait d'accéder à des données certifiées permet d'éviter d'aller sur place, de refaire des essais, et de s'assurer que effectivement la donnée elle est bonne. Donc ne serait-ce que ça c'est un sujet. Donc en fait, on va apporter cette plateforme et l'implication de tous les acteurs dans la vie du bâtiment va permettre de dégager, de les inciter à aller vers un bâtiment beaucoup plus efficient en termes d'empreinte carbone, de consommation énergétique, de confort aux habitants, etc. D'accord. Il va être... Gardez le micro, Emmanuel, parce qu'il va être temps de conclure. On vous laisse pardon. un petit mot de conclusion. Alors, notamment parce que pour vous, en fait, je sais qu'il faut aller vers plus de partage de la donnée. Bien Est-ce que sûr. vous pouvez nous développer Oui, tout à fait. votre idée derrière tout ça? Merci pour cette perche. Effectivement, aujourd'hui, on peut plus, et ça va permettre aussi justement d'aller vers un bâtiment beaucoup plus sobre énergétiquement et sobre en carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs, pour avoir des données, vont déployer une infrastructure numérique avec des capteurs, etc. On multiplie le nombre d'infrastructures dans les bâtiments et le nombre de capteurs juste pour avoir des données. Eh bien, si on dit que la première chose à faire, c'est déployer une infrastructure commune, donc ce que j'appelle moi des communs numériques, on mutualise, certifiés, et qui émettent des données, et on va ensuite bâtir autour de ces données d'intérêt général des contrats de partage de cette donnée pour des services aux bâtiments et aux usagers. Et ça, effectivement, il faut le contractualiser, il faut avoir une traçabilité de ces contrats, d'où effectivement l'intérêt de la plateforme Magma, qui va permettre en plus du smart rewarding, donc effectivement de inciter chaque contributeur à avoir cette approche vertueuse. Ok, merci. Et vous, Guillaume, quels sont vos projets pour l'avenir avec Nuco? Continuer de se développer comme un tiers de confiance. Notre objectif, finalement, ça reste de faire que créer des solutions bas carbone fasse gagner des parts de marché. Donc notre but, c'est vraiment d'aider à la prescription et à la promotion à l'échelle d'un produit. C'est-à-dire qu'un fabricant qui relocalise sa production ou qui encourage le recyclage, c'est pour lui un investissement. Et nous, on est là pour l'aider à ce qu'il soit rentable. En le faisant, en le rendant visible et valorisable à l'échelle d'un installateur ou d'un constructeur, qui lui-même va mettre de l'ingénierie, va mettre de l'énergie à se former, à comprendre et à créer des nouvelles solutions. Et ces nouvelles solutions, on va aussi aider à les promouvoir auprès des investisseurs, des maîtrises d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage. Et puis finalement, venir apporter un peu de transparence sur ces sujets de scope 1, 2 et 3 qui deviennent réglementaires, et c'est une bonne chose, mais qui sont malheureusement encore très peu comparables d'une entreprise à une autre. Donc finalement, toute la chaîne de valeur est concernée, être capable d'avoir une notion de continuité dans la donnée et dans la mesure. Importance de la continuité de la donnée numérique. Et on peut parler de massification de ce type de prestations? On pourrait envisager une massification de... Tout à fait. C'est ce que vous visez? Nous, on n'est pas sur le stand SBLM cette année par hasard. On croit beaucoup à l'intégration BIM, à l'intégration logicielle. C'est à peu près une évidence que d'ici 5 ans, ce qu'on a connu dans le monde de la création des ERP financiers, on va le retrouver sur la donnée environnementale, donc qu'elle soit carbone ou énergétique. Donc finalement, un bâtiment, c'est quoi? C'est un projet analytique qui s'intègre dans une comptabilité générale, qui va être la comptabilité d'entreprise. Et il faut absolument qu'on ait des systèmes intégrés, automatisés, et que pour que ça reste désirable, on ne soit pas dans la création de nouvelles charges de travail et de nouvelles contraintes à l'échelle des projets et de la vie, mais que ça s'intègre bien avec ce qui existe déjà. Merci. Bon, Kevin, le mot de la fin, c'est pour vous. Je vous laisse... Non, sur le mot de la fin, ce que je peux en dire, on a parlé de la continuité de la donnée, c'est un sujet. De ne pas avoir une approche trop technophile. On parle toujours des usagers, les services qu'on va rendre aux usagers. Donc moi, l'idée, c'est plutôt de chercher à simplifier. Et par rapport, là, on le voit sur les outils, c'est surtout donner de la confiance dans la donnée, dans la valeur, pour justement créer cette valeur et la valoriser. Donc l'idée, c'est vraiment, on recentre l'usager, quel bénéfice, quel service, et on donne de la confiance dans le temps. Parce que là, on est transverse sur toutes les phases du bâtiment et transverse à des métiers. Voilà. Merci, excellent mot pour conclure. Je pense que peut-être que Dominique avait une question. Je voulais juste vous remercier à tous de vous être mobilisés. Je sais que vous êtes tous très occupés sur le salon. Mais effectivement, il n'y a pas de hasard, comme dit Guillaume.
Ce que nous souhaitons tous, c'est effectivement travailler sur la fiabilité et la continuité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur du cycle de vie du bâtiment et des infrastructures. Et on parlait de blockchain, Emmanuel, tu parlais de blockchain. Hier, nous avons fait l'annonce que SBLM a présidé la commission numérique et bâtiments et infrastructures de la Fédération française de la blockchain. Donc Emmanuel et vous tous, je vous invite à nous rejoindre. Et j'ai vu aussi que tu lançais ton association. Et donc je viendrai avec plaisir contribuer à ton projet. Je pense encore une fois, je le dis souvent, mais je le répète ici, et Emmanuel étant présent, j'insiste volontairement. Je pense que nous avons tous intérêt à aligner nos énergies. Le sujet est tellement vaste, l'objectif est tellement potentiellement important, l'enjeu est majeur. Je ne peux pas prédire le futur, mais je peux regarder le passé. Dans le passé, toutes les industries ont été numérisées, sauf celle du bâtiment et des infrastructures. Il y a des raisons à ça, vous les connaissez aussi bien que moi, et ça ne sera pas qu'une seule société qui pourra réussir à relever le challenge. Il faut s'y mettre à plusieurs. Nous, les Français, alignons nos énergies et vous verrez qu'on redeviendra, dans les 5, 10 prochaines années, un leader mondial, comme nous l'avons été du temps d'Architrion. Je le dis, c'est vrai. Alain peut en témoigner, hein, c'était une aventure extraordinaire, puisque Alain était avec moi du temps d'Architrion. Et donc, rien n'est impossible. Okay, dans la vie, rien n'est impossible. Alors, merci, messieurs. Pardon ? Et rien n'est immuable. Donc, merci de votre présence. Merci à Alain d'avoir organisé cette table ronde. Et c'est un plaisir de vous retrouver et de travailler avec vous. Merci. Merci Dominique.